Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'hiver 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre La gestion de classe, une réalité et des pistes de solutions. Je suis aussi très heureux de souhaiter la bienvenue à notre formatrice et notre formateur. Donc, je vous présente à l'instant El Faiza Hakimi et Ian Ducharme, qui, durant les 90 minutes suivantes, vont nous parler justement de gestion de classe. Mais avant de débuter, quelques petites consignes de base. Premièrement, j'aimerais vous mentionner que cette formation est enregistrée et elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. De plus, veuillez noter que vous avez accès à votre micro ainsi qu'à la boîte de clavardage. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou encore à des commentaires à nous en faire part. Finalement, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui rend possible cette formation aujourd'hui grâce à son financement. Voilà, donc l'intro est faite. Il ne me reste que vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et El Faiza et Ian, c'est à vous. Merci. Super. Merci beaucoup, Louis. Au plaisir. Euh, la session de classe, une réalité et des pistes de solutions. On se présente. Alors, je m'appelle. On va passer la parole à Madame Elfaiza en premier. Allez-y. Oui, merci Yann. Bonjour tout le monde. Bonjour encore une fois lui. Je me présente, c'est Elfaiza Hakimi. Je suis une enseignante du Conseil Viamonde depuis bientôt 11 ans. Et je suis ravie d'être là pour vous apporter mon expérience dans le domaine. OK. Il y a du charme, conseiller pédagogique, également à Viamonde. On se côtoie, hein, même si c'est de loin. Faiza, elle est à Windsor. Moi, je suis à Brampton. Puis en même temps, j'en profite pour dire que j'ai mis un petit commentaire dans le clavardoir. Si jamais ça vous intéresse de nous laisser un petit message pour nous dire que vous êtes là, vous pouvez nous indiquer votre ville, où vous êtes et également peut-être la température pour voir les écarts de température dans la province. Je vois déjà qu'il y a un décalage entre les deux d'environ 0 degré entre Brampton et Ottawa en ce moment. Alors, je laisse Elfaiza enchaîner. Oui, alors on va passer à la reconnaissance du territoire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sous le nom de Ontario, dérivé du terme Noack, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui l'ont parcouru présentement et ceux qui la parcourront dans le futur. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Merci beaucoup. Alors là, si vous permettez, je vais mettre un petit lien pour C'est les déjà là. présences. Ah, c'est déjà là. Eh ben, Oui, formidable. avec Merci plaisir. Yann. Mhm. Voilà. Alors, comme introduction, je suppose que tout le monde sait pertinemment que la gestion de la classe est un défi qui est incontournable. À ce sujet, nous allons vous proposer, de par nos expériences dans le domaine, mais aussi un peu ce que nous avons eu comme chance de découvrir à travers nos lectures, mais aussi des théories qui ont parlé de ceci et qui appuient réellement la possibilité d'avancer et de pouvoir réellement gérer mieux votre classe. Voilà, OK, merci. merci. Alors, dans un premier temps, on va parler un petit peu des défis parce que je pense que c'est important de réaliser que finalement, on est là pour répondre à un certain besoin de l'auditoire. Alors, moi, si je m'inscrivais à un atelier sur la gestion de classe,
je me dirais, ben, peut-être qu'il y a quelque chose que je peux apprendre dans cet atelier-là qui pourrait m'aider dans ma salle de classe. Et on espère que notre savoir collectif de El Faiza, de moi-même et même de vos contributions vont faire en sorte qu'on va pouvoir tous apprendre dans la prochaine heure et demie au sujet de différentes choses qui vont nous aider en salle de classe. Alors, Très bien. je veux juste revenir sur le formulaire des présences. Donc, si vous ne l'avez pas cliqué, il est dans le clavardoir en ce moment et si vous pouvez le cliquer parce qu'on va très bientôt là, avoir une deuxième activité interactive et on va vous demander aussi de faire un autre formulaire. On veut vraiment vous donner le temps. Ça prend seulement quelques instants pour remplir le formulaire des présences avec votre nom et votre courriel, tout simplement. Ça va nous permettre là, de s'assurer qu'on sait qui est là ce soir. Pas nous, mais l'organisme dans le futur. Donc, en parlant de la gestion de classe, on peut savoir que la première chose à laquelle on pense, c'est que les élèves qui peuvent parfois manifester des comportements perturbateurs en salle de classe, puis ça entrave finalement le bon déroulement de nos apprentissages dans la classe, de nos leçons dans la classe, des activités qu'on fait avec les élèves. Alors, on peut penser à des bavardages, des distractions, la désobéissance, même potentiellement de l'agression verbale ou physique même. Et ces comportements, ils peuvent être le résultat de divers facteurs. Puis, on sait qu'on a des élèves, par exemple, qui peuvent avoir des troubles d'attention, des difficultés émotionnelles. Et il peut y avoir aussi des conflits interpersonnels dans une salle de classe qui font en sorte qu'il y a ce genre de comportement ou de difficultés. Et également, on peut même avoir des situations familiales qui vont causer ce genre de choses-là. Alors, d'une première part, on aimerait vous montrer un petit témoignage. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de la genèse de notre atelier. Madame El Faiza m'a approché et elle a dit, je pense que ça serait intéressant d'avoir un atelier, de donner un atelier, peut-être aux instituts ou ailleurs, pour parler de la gestion de classe. Alors, Madame El Faiza, elle a eu la chance de se retrouver sur une émission qui s'appelle Matin sans frontières. Et on va écouter cette intervention qui était à Windsor. Et il va y avoir une petite pub, comme il y a souvent des pubs sur ces émissions-là. Donc, je vais vous épargner d'entendre la pub. Merci, Yann. Et entre-temps, je vais juste vous dire, en entendant ce qui est là, puis je sais que vous ne l'entendez pas, parce que je ne veux pas que vous l'entendiez. Je vais juste vous parler un peu du contexte. Alors, Mme El Faiza, on lui a posé des questions. Puis, à un moment donné dans l'entrevue, elle a parlé de la gestion de classe. Puis, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre et on va écouter cette petite entrevue entre Mme El Faiza et l'animateur, je pense que c'est Monsieur Monsieur Martin. Eric. Vous avez suivi avec le plus de passion, El Faiza. Et surtout le fait qu'on Alors, on a est en direct Mme El Faiza. Pendant 1 minute et demie, j'ai on va vraiment l'écouter. appris à écouter un peu plus mes enfants qui grandissent. J'ai eu mon fils qui a gradué cette année. Il est au secondaire, c'est que du bonheur. Ma fille gradue cette année aussi. Elle est en 2e année. Voilà. Et sur le plan professionnel? Professionnel, c'est que je m'impose de plus en plus, on va dire, professionnellement. J'essaie de me perfectionner, j'essaie d'écouter mes élèves, j'essaie d'apprendre d'eux. Et aussi, j'ai des opportunités pour me perfectionner. Donc, j'ai des domaines sur lesquels je me suis spécialisée, notamment les mathématiques, qui quand même restent un défi dans notre province, mais aussi des enfants en difficulté, qu'on appelle à besoins spécifiques. Alors, quel est votre travail auprès des enfants qui ont des besoins spécifiques? Je dois les accompagner, je dois aussi mettre en place un programme qui est déjà préétabli par des spécialistes, des enseignants dans le domaine, mais moi, j'essaie un peu de discuter de la faisabilité, de la pertinence de mettre ça en salle de classe. Vu le nombre, j'en ai 25 actuellement, donc la technologie d'aide, les adaptations, le fait de les placer proches de moi, aussi pour certains d'écrire pour eux, parce que c'est un défi aussi.
Mais surtout, j'allais vous dire, c'est écouter davantage nos enfants, d'être empathique, d'être aux soins, on va dire. Voilà. Alors déjà, quelques pistes, hein, madame qui était mise en vedette à la radio, à Radio-Canada, notre radio nationale. Alors, oui, j'étais bien fier de vous quand j'ai vu ça, madame El-Faiza. Merci. Et je me suis dit, il faudrait qu'on souligne ça et qu'on écoute. Puis déjà, vous avez vu les pistes, hein? Vous avez vu des pistes déjà, madame El-Faiza qui parlait de la proximité à l'élève, à la relation entre l'enseignant et l'élève, de veiller aux besoins des élèves, d'être attentif. Alors, vraiment très bien. Alors, on voudrait vous poser la question, puis Mme El-Faiza a déjà mis dans le chat la question. Déjà. Puis c'est une question ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir avec le mode présentation un Forms. C'est une nouvelle façon, on va dire, de présenter. Puis, ce qu'on voudrait faire, c'est vous montrer les résultats. Comme ça, on peut tous profiter de l'expérience dans la salle au sujet des difficultés que vous avez peut-être dans vos salles de classe. Alors, laissez-moi vous ouvrir le sondage. Et vous l'avez dans le clavardage. Madame l'a déjà mis dans le clavardage. C'est déjà ici. Oui. Et espérons que c'est la version à remplir, hein? Oui. OK, excellent. Alors, on attend vos réponses. Comme vous voyez, on peut partager les réponses ici en direct. C'est un sondage anonyme et donc on attend vos réponses pour voir vos réponses dans un genre de mur de mots ou bien un nuage de mots. Un nuage de mots, oui, exactement. Absolument. On attend vos réponses. Classe, élève, gestion, rotation. Déjà beaucoup de réponses de votre part. Ouais. Continuez. On vous écoute, on vous lit, on vous regarde, tout le monde a accès. Donc, oui, merci. Si vous pouvez intervenir. Puis, je pense que j'ai presque envie de participer. El-Faiza, qu'est-ce que tu en penses? J'avais une question à poser pour la rotation. Est-ce que c'est par hasard le fait de faire les transitions? J'aimerais bien voir que la personne explicite ceci. Oui, je pense que les micros sont permis. On voit aussi désintéressement. Oui, peut-être que les jeunes, ils préféreraient faire des jeux vidéo que d'être en salle de classe parfois ou autre chose. Il y a tellement un environnement avec des grands stimulus, des stimuli qu'ils veulent. Alors, oui, mais déjà, vous avez vraiment Ils ont répondu. contribué. Oui, vous avez certainement contribué. On va peut-être attendre quelques instants de plus avant de passer à la suite. Oui, je suis d'avis. On manque. Je pense que les réponses doivent être très succinctes à cause du Forms qu'on a créé. Oui. Donc, c'est très bien. Puis, je vais juste mettre toutes les réponses pour le voir différemment. Alors, ici, les élèves qui n'écoutent pas, le manque d'intérêt, etc. Distraction, désintéressement, gestion de classe en rotation, moins souvent les élèves. OK. Alors, on va aborder plusieurs de ces questions-là au fur et à mesure de notre présentation. Oui. On voulait vous présenter. Madame El-Faiza, au début, elle a parlé des ressources, qu'on utilise quand même des ressources pour présenter aujourd'hui. Et donc, on sait très bien que ce qu'on veut faire quand on se prépare pour l'enseignement, c'est de créer un environnement qui est propice à l'apprentissage tout en gérant les comportements des élèves et les dynamiques de groupe. Cette tâche est d'autant plus complexe qu'elle doit tenir compte de la diversité des élèves, de leurs besoins individuels, ainsi que des attentes pédagogiques et institutionnelles. Aborder ce sujet nécessite donc de comprendre les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés avant de proposer des pistes de solutions adaptées. Il n'y a peut-être aucun outil meilleur. Et d'ailleurs, à Viamonde, quand on parle gestion de classe, c'est l'outil qu'on présente aux enseignants qui s'appelle Gérer efficacement sa classe de Nancy Gaudreau.
Voilà. Elle propose les 5 ingrédients suivants, et on les voit dans l'image. Donc, on a les 5 doigts, et les 5 doigts sont la gestion des ressources, on va parler de l'établissement des attentes claires, le développement de relations sociales positives, l'attention et l'engagement des élèves sur l'objet d'apprentissage, et finalement, la gestion des comportements d'indiscipline. Alors, on va regarder ces 5 doigts-là, mais avant, dans l'introduction du texte, je voulais vous montrer ce beau tableau de Glasser. Alors, Glasser, William Glasser, quand j'ai commencé en enseignement, on parlait de Glasser et on parle encore de Glasser dans le livre de Nancy Goodrow. Nancy Goodrow, oui. Et au sujet de Glasser, la théorie dont il parle, c'est la théorie de la réalité. Et cette théorie passe par un certain nombre d'étapes et on les a résumées ici pour vous. Donc, la première étape, bien sûr, c'est créer un lien avec l'élève en premier, prenant soin de dissocier les comportements de la personne. Alors, ça veut dire que le lien qu'on a, c'est un lien personnel et un lien de quasi, des fois, une amitié ou bien une relation d'autorité, mais de grand frère ou de grande sœur à nos élèves. Donc, bien sûr, il y a un respect mutuel. Et il faut s'assurer vraiment de dissocier les comportements de la personne dans une situation de conflit. Deuxièmement, on a l'identification du comportement utilisé afin de satisfaire le besoin de l'élève et le lui faire décrire. Puis, vous allez constater que du côté droit, vous avez des suggestions de choses que vous pouvez dire même aux élèves pour respecter un peu ces 8 étapes-là d'un modèle d'accompagnement avec l'élève. Alors, on va poser la question à l'élève, que fais-tu présentement au sujet d'un comportement qu'il pourrait avoir? Ensuite, on a faire évaluer le comportement par l'élève. On va dire, est-ce que ce comportement t'aide, jeune homme, jeune fille? Établir un plan pour faire mieux. Alors, l'élève va établir un plan parce qu'il se donne des cibles pour essayer de les atteindre du point de vue de son comportement. Ensuite, on va obtenir l'engagement de l'élève à adopter un meilleur comportement. Et Glasser finit avec les 3 dernières étapes qui sont démontrer sa confiance en la capacité de changer l'élève, pas de critique, pas de punition, ni d'excuses, et finalement, persévérer, avoir la confiance en la solution, soutenir le développement du sentiment d'appartenance de l'élève. Alors, un beau processus par lequel vous pouvez encourager vos jeunes à aller plus loin du point de vue de leur comportement et à se responsabiliser. C'est finalement une façon de tourner les choses sur la responsabilité de l'élève, contrairement à une identification d'une faille de l'élève. Ce n'est pas une faille de l'élève, c'est qu'on regarde les choses de façon objective et on passe à travers ce beau processus d'apprentissage au sujet du comportement. La prochaine diapo, on pensait qu'on devrait vous présenter aussi les styles d'exercice d'autorité selon Goodrow. Elle parle de 3 styles et elle en parle longuement, mais on peut voir et comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ces styles-là. Donc, je demanderais peut-être à Elfaiza. Oui. Quel est ton style d'exercice d'autorité? Est-ce que tu es autocratique, coopérative, démocratique, ou est-ce que tu as plus un style d'enseignement que tu définirais comme permissif ou laisser aller? Oui, pour moi, ça dépend des situations. Je peux adopter les 3 styles selon ce que j'ai, selon le profil des élèves que j'ai déjà. Donc, je peux passer du style autoritaire au style plutôt coopératif, à un style où peut-être c'est plutôt le laisser aller, mais je dis et je le répète, c'est selon les situations. Cela dit, aller ou rester dans un seul style n'est pas avantageux. Il faudrait rester flexible et souple pour pouvoir faire avancer et faire vivre du succès à nos élèves. C'est ce que j'ai à dire sur ça. Mais j'ai posé une question justement sur le clavardage et j'aimerais avoir et rebondir sur la question pour vous.
quel style avez-vous ou adoptez-vous en classe? Alors, Je je pense pas vais... que tu l'as envoyé, mais quand Oui, même, oui, de vive voix, on vous pose la question. Est-ce que vous favorisez un style plus qu'un autre? Je vois que Flore a allumé sa caméra. Vous pouvez prendre le micro oui, aussi, oui, oui, Flore, si vous oui. voulez. On vous encourage. Et juste une petite note de cuisine qu'on a ajoutée. Oui, allumez votre micro. Allez-y, Flore. Ben, Désolée, je viens de me connecter, donc Oui, oui. c'est La correct. question, la question, c'est en salle de classe, est-ce que vous êtes plus autocratique, coopérative ou un style permissif? Qu'est-ce que vous en pensez? Je venais juste de me connecter, donc vraiment, mais si je dois répondre à la question, lorsque je travaille, ça dépend beaucoup plus comment je vais dire, du climat qui sévit dans la classe. C'est ça. Et puis, Mhm. d'un moment ou à un autre, je peux passer de style autocratique à un style démocratique, donc ça dépend réellement mais jamais du style laisser aller, parce que laisser aller, ça devient n'importe quoi, mais je peux passer du premier style autocratique, c'est-à-dire autoritaire, au style démocratique dans la même journée en fonction des situations. OK, très Oui. bien. Mais jamais dans le style permissif. OK, Alors, oui. merci beaucoup. Je voudrais Merci. rebondir sur, si tu permets, Yann, sur le style permissif. En fait, Ouais. ce style est favorisé lorsqu'on on veut que ça soit un travail qui émane des élèves sans cadrage, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on laisse libre imagination à l'élève pour peut-être bâtir un projet ou peut-être pour identifier un problème en classe ou à l'école. Donc, c'est par rapport à ça que j'aimerais vraiment préciser la chose. Hein. C'est vraiment pas le laisser aller comme on l'imagine. Hein. Voilà, Mhm. voilà. Merci. Alors, Merci. on répète que les présences sont importantes pour nous. Et bien sûr, il va avoir une composante un peu plus de théorie dans notre présentation, mais il va y Oui, avoir des moments d'interaction aussi. Puis je pense qu'on va commencer avec le doigt le plus important, n'est-ce pas, oui, Elfaiza? Le absolument. pouce. Parce on voudrait entendre qu'est-ce qui fait ce beau pouce-là avec la Alors, gestion des ressources. Alors, le pouce, finalement, c'est un peu tout ce qui est gestion des ressources que nous avons en classe. C'est aussi donc le temps, l'espace, le matériel et bien sûr l'humain est une ressource aussi, bien sûr, sans oublier la technologie. Donc, on va aller euh, disons, chapitre par chapitre, pour voir réellement et vous donner un peu des exemples pour pouvoir bien saisir avec nous ceci. Donc, par exemple, un calendrier, un semenier, ça peut être donc un semenier, moi personnellement je le fais pour les parents déjà. Chaque mois, j'envoie un semenier avec tout le nécessaire comme résultat d'apprentissage, comme critère d'évaluation. Mais en classe, on a un calendrier qui est visuel. On a aussi un peu les festivités du mois ou les valeurs qu'on travaille dans la classe. On essaye aussi, tant bien que mal, de respecter l'horaire qui est établi pendant la journée. On a bien sûr les outils que nous avons, donc le sablier, les minuteries. Mais pour moi, j'ai toujours un élève qui est un gardien du temps, qui vient me dire, Madame, ah, c'est le moment donc que je m'arrête ou que je passe à autre chose. Donc ça, c'est pour moi un outil qui est très intéressant pour la gestion du temps. Donc ça, c'est le pouce. On est toujours dans le pouce. Le deuxième, donc nous allons passer au deuxième. Donc c'était, si je me rappelle, l'espace. Alors l'espace. Ici, donc, que vous dire? Il faut organiser la classe de manière optimale. On dit, mais on appelle l'espace le troisième enseignant. Pourquoi? Parce qu'un espace bien aménagé permet et encourage l'apprentissage qui est adapté à chaque élève et au profil de chaque élève.
Il faut s'assurer d'avoir des espaces qui sont polyvalents. Ce que je veux dire, c'est permettre la collaboration en petits groupes, un groupe de 4 ou de 3, le travail en grand groupe, en diade aussi, et puis des fois des espaces qui sont aménagés pour la lecture, pour des moments aussi où madame est en train de travailler avec des élèves sur des sujets ou sur un travail précis ou sur une tâche. Troisième partie, toujours on est dans le pouce, c'est le matériel. Donc, c'est très important de recenser en début d'année, même on va dire à mi-parcours, de recenser le matériel que nous avons, surtout lorsqu'on fait des centres. Et je mets le point ou le pouce sur la numératie, donc tout ce qui est manipulation, et aussi faire découvrir à l'élève l'utilité de les utiliser. C'est très important. Et aussi l'engager et le responsabiliser pour assurer la préservation de ce matériel pour l'avenir. Un point important aussi, il y a du matériel qui nous reste de l'année passée, c'est bien aussi de le mettre ou disons, de le mettre en place pour pouvoir nous aider si on a au besoin, bien sûr. La technologie, bien évidemment, la technologie a sa place depuis quelques années, il n'y a rien à dire. Donc, Carsentini en 2016 et plusieurs études démontrent que la technologie augmente l'intérêt et la motivation de nos élèves. Je fais allusion au Kahoot et à tout ce qui est un peu jeu qu'on met en avant pour renforcer ou consolider des concepts. Bien sûr, notre rôle est de préparer l'élève à la vie technologique qui arrive à grands pas. Donc, bien sûr, on n'est pas en reste. Le curriculum de l'Ontario, le nouveau, en 2000, bien sûr, qui est tout récent, en 2023, si je ne me trompe pas, il y a l'intégration de la technologie, la littératie médiatique, le numérique, le codage, bien évidemment, et tout ce qui va avec l'intégration, bien sûr, des matières. Il ne faut pas oublier ceci aussi. Maintenant, je passe la parole peut-être à Yann pour passer à l'index. Nous avons vu le pouce, maintenant c'est l'index. Yann, ça va? Je suis là, très bien, Oui. oui, merci. De rien. Alors, j'en profite pour demander si vous avez des questions au sujet du pouce. Alors, au Oui. début, on pense à la gestion des ressources. Ah, OK, ben, les ressources, ça doit être finalement, OK, ben, il faut que j'aie tous mes papiers qui sont prêts, hein. Mon bureau est tout organisé, mon classeur, et c'est tout. Mais on sait que c'est beaucoup plus que ça, les ressources. Alors, Ah oui. très intéressant de voir que Nancy Gaudreau, elle insiste sur le fait que les personnes dans votre salle de classe sont une ressource. Absolument. Et quand vos élèves sont occupés, ils vont déranger moins. S'ils sont occupés, ils vont jamais ils vont jamais se lasser ou s'ennuyer. Ou Des fois, déranger. on entend nos jeunes se dire, ah, je m'ennuie, je trouve ça plate ou quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai, souvent, je pense que c'est très important le côté des ressources. Juste pour renchérir sur ce que vous disiez, Madame Elfaïs. Oui, oui. Et puis, si tu permets, je voudrais rajouter, et ça je l'ai omis, bien sûr, toute personne qui intervient dans la classe est une ressource, que ce soit les spécialistes, que ce soit les orthopédagogues, que ce soit disons, tout ce qui est aide enseignant, éducatrice. Tout le monde a son poids et dans la classe et intervient selon, bien sûr, les priorités. Et Ouais. nous avons aussi, bien sûr, les bibliothécaires qui travaillent aussi de leur côté quand on va à la bibliothèque. Voilà. Merci. Les Excellent. parents qui peuvent venir faire une visite en Absolument. classe pour parler de leur profession. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui sont innovatrices, puis faut pas avoir peur d'essayer différentes choses. Absolument.
Alors, c'est à moi que ça revient, je pense, de parler de L'index. l'index. Oui, Oui, l'index. Oui, alors l'index, peut-être trop souvent en enseignement, il est utilisé hein, de la mauvaise façon, mais ici, on va l'utiliser différemment de peut-être une façon habituelle qu'on va l'utiliser, n'est-ce pas? On va oui. l'utiliser plutôt pour parler des attentes claires, donc les règles de conduite, les routines, les directives et l'enseignement explicite des procédures. Alors, ça pourrait sembler simple, mais Nancy Gaudreau, elle trouve la façon de vraiment y aller avec le granulaire dans cette belle œuvre et elle nous parle, par exemple, de établir des attentes claires avec des RA. On entend depuis tellement longtemps qu'il faut toujours avoir nos résultats d'apprentissage et que le jeune puisse nous dire, puis ça veut dire que vous leur montrez qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire en bout de ligne. Dans une demi-heure, je vais avoir appris quoi. Alors ça, c'est très important. Donc, les référentiels, en général, vont être très utiles. Ça symbolise la définition des règles de conduite, de routines de procédure, ainsi que l'enseignement explicite des comportements attendus. On va établir des règles de classe, donner des directives claires, enseigner des routines, des procédures. On va définir des attentes comportementales précises, expliquer ce qui est attendu des élèves, mettre en place des routines pour organiser les transitions, éviter des pertes de temps. Alors, ça répond un peu, ce chapitre-là répond un peu à une des réponses qu'on a eues au début à notre Forms où on parlait de la difficulté avec les transitions ou bien les déplacements. Donc, afficher et rappeler régulièrement. J'ai une petite anecdote là-dessus plus tard au sujet des déplacements, hein, Elfaïza? Oui, Et de temps en temps, on va partager des choses dans notre vécu, bien sûr, parce que oui. nous on pense on a des choses qu'on a vécues qui pourraient éviter ou contribuer à la discussion. Et on va sans doute en profiter pour les Oui. partager. Je Alors, voudrais, Yann, si tu permets, rebondir sur les règles de conduite. Parce que moi, oui, mon expérience, c'est que lorsque tu co-construis avec tes élèves les règles, ils se sentent vraiment engagés. Ils savent qu'ils ont failli à quelque chose qu'ils ont eux-mêmes proposé. Donc, c'est ouais, très important de mettre le point sur, ou vraiment l'accent sur ceci. OK. Merci, Yann. Très Très bien. bien. Puis c'est justement, merci beaucoup pour ça, parce que c'est justement une des choses que Nancy Gaudreau traite de façon très granulaire et elle fait référence à ce graphique qui vient de interventioncentral.org. On a mis le lien là. Donc, c'est assez facile à le retrouver, le lien. Interventioncentral.org. Et dans ce lien-là, finalement, c'est une figure qui vient du livre. Et on a temps libre, grand groupe et transition. Puis les comportements, selon l'activité, on va être un peu plus permissif ou un peu moins permissif. Bien sûr, si on regarde ce genre d'activité, dans un temps libre, bien sûr, on va permettre que les gens communiquent, on va permettre un certain niveau de volume qui est plus élevé, mais peut-être que quand on est dans les comportements rouges, en d'autres mots, les transitions, bien là, on est en train de circuler, par exemple, dans le corridor d'une école. Mhm. On ne va pas avoir le même comportement qu'un temps libre dans la classe parce que ça dérangerait les autres classes. Alors, ces trois couleurs-là, je trouve que c'est aidant pour les jeunes, puis c'est aidant pour le prof aussi, parce que ça leur permet de ne pas avoir un niveau de règles selon pour le comportement des élèves, parce qu'il y a trois différentes situations. Alors, pourquoi imposer, par exemple, le silence total quand c'est un temps libre? Ça serait un non-sens. Alors, c'est pour ça que Nancy elle a proposé cette roue et on mettrait la flèche sur la roue dans le moment précis. Comme ça, les élèves, ben, ils savent qu'ils vont avoir leur moment. Ils vont avoir leur temps libre éventuellement, puis ils vont pouvoir peut-être communiquer beaucoup plus librement, parler un peu plus fort,
et faire des choses comme ça. Ici, on a le descriptif, je n'ai pas besoin de le lire pour vous, mais vous voyez le descriptif des comportements qui sont accompagnés selon les activités que les élèves font. Alors, une deuxième chose que Nancy dit, on est toujours dans l'index. Alors, c'est comme 2B parce que c'est index, mais c'est la deuxième chose que Nancy Gaudreau favorise, c'est établir un contact visuel avant de donner la consigne. Et c'est un peu comme un processus, celui-là. Hein? Alors, on établit un contact visuel avant de donner une consigne. On utilise un vocabulaire simple et précis. Il faut que ce qu'on dise dans une consigne soit pas trop complexe. Ce n'est pas 2 ou 3 choses, c'est une chose. Ensuite, on va faire référence au comportement attendu. Alors, on va parler de comportement. On ne va pas dire de personne ou d'autre chose que le comportement très précis qui est attendu. Et on va bien s'assurer de donner 5 à 10 secondes pour attendre la réponse à la demande. Donc, si on donne une consigne à quelqu'un, il faut attendre pour qu'ils aient la chance de faire la chose. On ne va pas la répéter plusieurs fois. Ensuite, on va donner une rétroaction positive suite à l'adoptement du comportement attendu. Alors, la personne, si elle fait ce qu'on lui demande de faire dans une consigne claire, et ils le font, il faut toujours donner la rétroaction positive. Comme ça, on renchérit toujours le positif dans la salle de classe quand on donne une consigne. Absolument. Ensuite, on a les routines et les procédures. Alors, la procédure d'accueil, selon moi, ou la routine d'accueil, que vous l'appeliez une procédure ou une routine, c'est peut-être plus juste de l'appeler une routine qu'une procédure, pour le simple fait que ça va se manifester de différentes façons. Mais vous êtes arrivé dans la salle et autant Mme El-Faiza que moi, nous avons pris le temps de mettre un petit message. M. Louis nous a introduit, nous a présenté à l'auditoire. C'est un formalisme qui n'est pas strictement nécessaire, on s'entend. On aurait pu commencer tout de suite avec la première diapo, puis il n'y aurait eu aucune différence du point de vue du contenu. Mais la différence est grande en salle de classe, puis je pense qu'elle est grande ici aussi, et si on ne le fait pas, parce que c'est bon de reconnaître la présence des gens, puis reconnaître qu'on est tous des humains qui ont un objectif précis ensemble, qui est on est là pour apprendre tous ensemble. Alors, ça donne le bon ton de commencer la journée et de la terminer aussi avec la boucle. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Un billet de sortie, un petit au revoir, ça ne coûte rien. Un petit bonjour le matin, un petit au revoir en fin de journée, ça ne coûte absolument rien. Même si on est un peu marabout parce que la journée a été difficile. Puis il reste seulement 3 jours avant le congé de mars. Hein? Eh oui. Et peut-être 4 jours dans certaines juridictions même. Non, pour tout le monde, c'est 3 jours, mais pour certains, c'est 2 jours maintenant, après aujourd'hui. Oui, exact. Alors, utiliser des pictogrammes ou des référentiels, surtout aussi que moyen, on va dire des référentiels avec des mots, mais on pourrait ajouter une image pour symboliser la chose qu'on voudrait voir. Par exemple, quand on se met au travail, bon, mais qu'est-ce qu'on a besoin quand on se met au travail? Mais ça dépend de votre fonctionnement, mais OK, on fait un référentiel. On fait quoi? On dit, sors ton duotime. On va dire, sors ton crayon ou quelque chose pour écrire, ou bien peut-être que c'est un outil ordinateur, je ne sais pas, peut-être un substitut. Et ensuite, peut-être on est à l'attention. Puis plus tard, on va parler de peut-être une stratégie pour capter l'attention aussi. Alors, je ne veux pas me devancer non plus de ce point de vue-là. Alors, voilà, la prise de parole, l'écoute active, l'utilisation du matériel, c'est toutes des choses que vous pouvez modéliser et on a quelque chose d'autre qui s'en vient. Oui. Une fois qu'on a établi ces choses-là, est-ce que les jeunes vont savoir ça juste comme ça, de façon implicite? Ils savent comment faire ces choses-là. Il ne faut rien prendre pour acquis avec les jeunes. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Il faut s'essayer. Il faut modéliser. Donc, qu'est-ce que c'est l'enseignement explicite? L'enseignement explicite, 3 étapes.
on dirait que c'est juste enseigner, mais ce n'est pas juste enseigner. C'est enseigner, donc, et montrer aux élèves qu'est-ce qu'on doit faire avec le moi. Comme enseignant, je te montre qu'est-ce que tu dois faire. Ensuite, nous allons le faire ensemble et on va le faire en guidé. Hein? Vous avez sans doute entendu cette idée. Et la troisième chose, vous l'avez deviné, les élèves vont le faire en autonome à ce moment-là. Alors, puis là, on permet aux élèves de se pratiquer avec ça. Ça peut prendre différentes formes, mais vous pouvez voir que cette leçon-là, ça peut se faire très vite. Ça peut se faire en 7 minutes devant une classe de 30 élèves, puis ils vont tous comprendre, puis ils vont tous avoir la chance de faire une petite pratique du comportement. Alors, dans l'exemple que j'ai donné précédemment de quelle est la procédure quand tu te mets au travail, j'avais duotang, crayon, à l'attention. 3 points très précis. OK, on va l'enseigner. OK, tout le monde, regarde, je me mets au travail en ce moment, je sors mon duotang, je sors mon crayon, je le prends, je suis prêt avec mon crayon pour prendre des notes parce qu'il y a des consignes qui s'en viennent. Et troisièmement, je suis à l'attention, je regarde, j'écoute, je suis à l'attention. 3 choses très simples que je viens de montrer à mon auditoire. Ensuite, mes élèves et moi, on va le faire ensemble. Vous êtes prêts? Au signal, on va le faire ensemble. Et on le fait ensemble. Je fais la même chose, même comportement. J'invite les élèves à se joindre à moi. Oh, ils sont prêts, là. Ils m'ont vu le faire, ils veulent le faire aussi. Et la troisième fois qu'ils le font tout seuls. Puis on le fait dans un contexte réel la troisième fois. Donc, c'est OK, on est prêt. Vous allez sortir votre cahier de maths parce qu'on va faire blablabla, ou vous allez sortir votre cahier de français parce qu'on va faire une dictée avec une dictée à trous, ou bien peut-être autre chose. Alors, vous voyez l'essentiel ici, ça c'est l'enseignement explicite des comportements. Donc, il ne faut pas penser que l'enseignement explicite, c'est seulement pour des contenus. Pas du tout. C'est pour les HHT ou les habiletés d'apprentissage. C'est pour aussi des comportements très précis que vous voulez voir chez vos élèves. Et finalement, la rétroaction positive, elle revient encore, Elfaiza. La rétroaction positive. Encore, oui. Donc, j'ai remarqué une grande amélioration dans ton travail. Voici des exemples de choses que vous pourriez dire. Les autocollants. Ah, même des jeunes de 6e, ils aiment donc ça, avoir un autocollant dans leur cahier d'écriture, par exemple. Donc, les privilèges pour la classe les vendredis, j'ai vu plein de systèmes de points chez les enseignants pour récompenser. Ah, l'équipe, ils travaillent en îlot. L'équipe des Dragons, les Dragons, ils ont ils ont eu 10 points cette semaine. Ah, vous méritez une récompense du vendredi. Un bac à surprise, ça ne coûte pas cher aller au Dollarama et acheter des petites choses. Mais il faut que ça vienne du Canada, par exemple. Il ne faut pas que ça vienne des États-Unis. Si ça vient des États-Unis, après, à partir de demain, là, vous êtes un traître à la patrie. avec les tarifs, vous avez entendu, les tarifs de 25 Oh oui. Donc, ensuite, on a les certificats. Pourquoi pas un certificat? Puis, il y a beaucoup d'écoles qui ont un programme où ils donnent un certificat de valeur au sujet peut-être des valeurs ou bien des objectifs précis qui se donnent comme école. Oui, ça dépend, oui, toutes sortes de choses qui se font. Il y a aussi le mois de la francophonie ou bien d'autres événements spéciaux où on va suivre le comportement des élèves puis on va encourager les bons comportements. Alors, toutes des bonnes choses qui rentrent tous dans l'index. On est rendu au majeur. Oui, le majeur, encore un doigt. Alors, pour ceci, bien évidemment, il y a l'aspect de la qualité et des relations entre élèves et enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait développer un lien authentique avec nos élèves. Comme ça a été dit déjà par le modèle de Glasser, il faut apprendre tout doucement à apprendre les prénoms dès le début de l'année et utiliser les prénoms des élèves rapidement, s'intéresser au centre d'intérêt, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Moi, comme mes élèves, ils aiment beaucoup le soccer, le sport, donc ils sont dans tous les sports et que du bonheur. Et il faut aussi voir leur réalité en dehors de l'école.
prendre le temps d'échanger avec eux de manière informelle. Comment ça va? Comment c'était la fin de semaine? Comment tu te sens? Est-ce que ça va? Etc. Donc ça, c'est des choses vraiment qu'il faut adopter pour pouvoir gagner la confiance de nos élèves. Et il faut aussi, surtout, utiliser un ton calme et respectueux. Même en situation de conflit, il ne faut pas vraiment être sur la situation de vraiment de nervosité. Au contraire, il faut se retenir pour pouvoir donner l'exemple à cet élève qui verra que sa propre enseignante est en train de bien réagir contrairement à lui, alors que il va devoir donc prendre exemple. Aussi, l'écoute. Reformuler généralement ce que l'élève dit, ça montre qu'on a compris ce qu'il veut nous donner comme rétroaction. Et donner toujours des rétroactions positives. Ça a été dit par Yann tout à l'heure. Donc des strokes, toujours, oh, fabuleux, tu as très bien fait, magnifique. Et vraiment se concentrer vraiment sur ceci, au lieu de se concentrer juste sur les erreurs ou sur les choses qui n'ont pas été bien suivies par l'élève ou par les élèves en question. Là, je vais essayer de vous mettre un lien pour le sondage, pour juste une question. Est-ce que c'est possible d'enseigner les relations humaines? Je vais essayer de vous le donner tout de C'est suite. déjà là. Ah, c'est déjà formidable. Ben Vraiment, oui, Yann, oui. tu es Moi, rapide. tu sais, moi, je suis kinesthésique. J'ai Ah toujours oui. besoin d'être en train de faire quelque chose, alors je cherche des choses à faire. Alors, mes doigts vont toujours être là pour toi, Elfaiza. Je suis là pour Merci. toi. Merci, Yann. Alors, vraiment, j'aimerais que vous essayiez de répondre à ça. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'apprendre d'enseigner, d'apprendre les relations humaines, les relations interpersonnelles, à votre avis? Donc, on attend vos réponses. Je ne sais pas si ça commence à venir. Ça Oui. commence à venir, mais je ne vais pas biaiser les résultats. Ah, ok. Alors, je vais le montrer dans quelques instants, Très bien. avec votre permission. Mais Oui, si oui, vous bien pouvez, sûr. s'il vous plaît, c'est un oui ou un non. C'est très facile. C'est Hmm. plus comme dans la nature d'un sondage on a déjà deux réponses. Excellent. Et on continue. La question, c'est est-ce que c'est possible d'enseigner les relations interpersonnelles? Claudia nous dit oui. On va ajouter Christelle et Claudia. Donc, deux votes pour le oui dans le clavardoir. Alors, si Très bien. on peut répondre pour eux autres, on va répondre pour eux autres. Ça se peut qu'il y en ait qui n'ont pas accès au clavardoir. Hein. C'est Oui, c'est possible. une particularité que Oui. j'ai remarquée. Oui. Mhm. Donc, laissez-moi ajouter les réponses de nos deux personnes de plus. S'il y en a d'autres dans le chat, tu me le dis, puis Oui, oui, je suis en train je de vais voir. les ajouter. Comme ça Oui. va être fidèle à. Eh bien, il y a beaucoup de oui. Oui, 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 c'est alors très c'est positif. presque. Ça a l'air d'être unanime dans le Oui, chat, en tout cas. formidable. OK. Ben, alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est ce à quoi on s'attendait, Elfaiza, ou non? Oui et non. Oui, parce que je pense que l'enseignement est une profession qui est vraiment qui demande beaucoup d'efforts et on doit vraiment travailler sur nous. On doit essayer de nous coacher, essayer de nous remettre en cause, essayer d'apprendre. Je l'ai dit dans mon entretien en fin d'année. Effectivement, j'apprends de plus en plus avec mes élèves. Chaque jour, j'apprends à me réadapter, à me réajuster selon ce que je vois. Au début d'année, j'en avais 25. Là, j'en ai 28. C'est une classe double. Ça demande beaucoup d'efforts et on est là à l'écoute des élèves et de leurs besoins. C'est ce qui est important pour gagner les élèves et pouvoir favoriser une atmosphère d'apprentissage et de réussite pour tout le monde. Mhm. Alors, je vous remercie encore de votre participation active. Merci énormément pour vos commentaires dans le chat. Il y a aussi il y a plusieurs personnes qui nous ont répondu en disant que oui. Et Paul dit oui dans une certaine mesure. Hein. Et j'ai aussi ajouté
les présences, parce que je vois qu'on a déjà 20 personnes. On a Oui. frappé. On est arrivé à 20 personnes. Alors, il y a des gens qui sont peut-être arrivés un petit peu en retard. On apprécie beaucoup que vous arriviez. C'est mieux d'arriver en retard que de ne jamais arriver, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, donc, si vous cliquez Ouais. sur le lien dans les présences, dans le chat, vous allez avoir un formulaire de présence pour, s'il vous plaît, nous signaler votre présence. Et sans plus tarder, on va continuer avec Laurie. L'annulaire, oui, l'annulaire, désolé. Donc, l'annulaire, l'annulaire, c'est capter l'attention et favoriser l'engagement. Alors, vous voyez que, en fait, c'est pas par hasard qu'on a commencé avec la gestion des ressources avec le pouce, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a comme le pouce est plus important, je crois, que l'auriculaire. Je veux dire, ils sont tous importants, mais si on devait leur attribuer un degré d'importance, c'est important, capter et favoriser l'engagement, capter l'attention et favoriser l'engagement, mais peut-être un peu moins que d'être bien organisé avec nos gestions de ressources, ainsi de suite, dans la salle de classe. Alors, mais quand même, je pense que ça vaut la peine de les regarder brièvement, les deux derniers doigts. Donc, ça, c'est associé à l'engagement des élèves dans les activités d'apprentissage. Et on va en parler davantage beaucoup quand on va parler de la littératie, numératie. Restez jusqu'à la fin parce qu'on a vraiment des vrais trésors en ressources qui s'en viennent là, dans quelques minutes. Déjà, Oui. on est à la moitié, Elfaïsa, déjà Oui. de notre bel atelier Oui. avec 17h22. Donc, on continue jusqu'à 6h. On va avoir peut-être un petit 2 minutes pour des questions à la fin. Donc, Oui. on va proposer des activités variées, stimulantes. Tout à l'heure, on a montré la technologie. Bien, les choses comme des caouts, des choses comme ça, c'est très, très utile pour favoriser l'engagement des élèves. On va vérifier régulièrement la compréhension des élèves, encourager la participation active et on va adapter son enseignement pour maintenir cet engagement en utilisant des stratégies pédagogiques variées et interactives. On peut parler de jeux, discussions, travail en équipe, différencier l'enseignement en tenant compte des besoins individuels des élèves. Alors, on ne va pas commencer avec quelque chose de super difficile. On va parler d'étayage. Donc, on commence avec une activité qu'on sait très bien que tout le monde va pouvoir faire. Puis, graduellement, on complexifie l'activité pour qu'elle devienne plus complexe. Et on morcelle les tâches également. Ça, c'est super important. Donc, ça, c'est capter l'attention et favoriser l'engagement. Et je rappelle encore la question de rendre l'apprentissage visible et des RA parce que ça va tendre à garder l'attention des élèves s'ils savent, s'ils ont un objectif et une tâche finalement, quelque chose qu'ils savent qu'ils doivent accomplir en bout de ligne. Donc, les RA et qu'ils soient visibles, c'est très important. J'ai peut-être un petit commentaire à faire quand on planifiait. J'ai dit à Mme Elfaïsa qu'il y avait une chose que je ne disais jamais dans ma classe parce que dans mon expérience, ça ne donnait aucune information. C'est est-ce que tu comprends? Alors, moi, je n'aimais pas utiliser est-ce que tu comprends parce qu'on dirait que tout le monde comprend tout quand on pose la question est-ce que tu comprends? Oui. C'est vrai. Alors qu'on sait que les jeunes, bon, mais ils vont hésiter à dire quoi que ce soit, mais ils ont peut-être des préoccupations. Alors, mais c'est gênant de dire oh, oui, moi, je comprends pas. Il y en a qui vont le faire, mais souvent, c'est pas la meilleure question. Alors, plutôt que ça, on va dire on va peut-être demander à l'élève ben, peux-tu reformuler ce qu'on vient de faire? Es-tu capable d'expliquer ce qu'on vient de faire? Es-tu capable d'expliquer, puis là, on explique le concept dans un certain mot, mais le dire en tes propres mots. Alors là, on va comprendre tout de suite que le jeune qui ne comprend pas parce qu'il ne sera pas capable vraiment de s'exprimer de ce point de vue-là. Alors, on va y aller de façon un peu plus granulaire et on va parler de comment... oh, désolé. On avait l'auriculaire.
Oui, oui, mais attends une petite minute, parce qu'on est encore dans l'annulaire, Madame Oh, Alfaïza. désolé. Puis, Ok, oui, puis j'ai pas tout à fait fini. Donc, donnez-moi quelques désolé. instants. Oui, alors, on a deux différentes choses à dire là-dessus. Donc, euh, on a comment obtenir l'attention des élèves lors d'une activité mouvementée. Alors, moi, j'avais ma façon. Hmm. Et Elfaiza, tu avais une différente façon d'attirer l'attention de tes élèves lors d'une Oui, activité mouvementée. Alors, on le oui. sait, des fois, il faut faire un reset. Hein? Mhm. Le reset dans vos C'est salles de nécessaire. classe. J'aimerais dans le chat avoir votre reset. Alors, moi, Oui, j'avais un reset. pareil. Elfaiza, je vais te laisser y aller. Vas-y, Oui, qu'est-ce que tu ben fais dans ta moi je classe? tapais des mains, un, 2, 3, et les élèves quand, complétaient 4, 5, 6, ou alors on faisait comme pour les mathématiques des suites, un, 2, 1, 2, 3, 2, 1, et ça marche formidablement. Et Wow! c'est en chantant. On fait de l'art, c'est l'intégration des matières. Et ça OK. fonctionne, oui, Excellent. formidable. Oui, Alors, moi, j'ai toujours eu ma méthode qui est plus peut-être simpliste, mais qui s'appliquait à tout. Puis c'était d'éteindre les lumières. Alors, s'il y avait une activité très mouvementée, puis je voulais avoir l'attention, ça ne donne rien de s'égosiller, hein, à oui, crier après les jeunes. Alors, plutôt que de faire ça, moi, j'avais une méthode, puis ça fonctionnait à oui, merveille parce que j'avais préparé les élèves avec un enseignement explicite. J'ai exact. éteint les lumières. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis, quand j'éteins la lumière? Ça veut dire que tu arrêtes sec et tu regardes l'enseignant et tu attends que la lumière soit réallumée pour qu'on puisse recevoir la prochaine consigne. Alors, moi, c'était ma chose. Puis là, je regarde le chat, puis j'aimerais bien savoir vos trucs Oui, parce que on est j'en, curieux. mais oui, Oui, j'en ai entendu tellement des trucs comme ça, puis je sais que vous en avez. Je suis certain sûrement. que vous avez tous vos trucs pour attirer l'attention des jeunes avec une petite comptine, comme une petite chose que vous récitez. Peut-être que vous avez un rythme des mains qui est spécifique, que ensuite les élèves peuvent répéter ou bien quoi que ce soit. Donc, on vous écoute, on vous regarde dans le chat avec Je suis en plaisir. train de On va voir. regarder Ouais. vos commentaires. J'espère que les gens Sont- sont encore là parce qu'ils vont. Ah oui, merci. Ils sont Oh, toujours là. Manon. Eh Manon, ben, c'est comme toi. ben Éteindre les oui. Ben lumières. merci, Manon. Ça veut dire que je ne suis pas Voilà, tout seul à faire c'est ça. maintenant. Elle éteint les lumières aussi. Il y en a d'autres qui voudraient contribuer. Qu'est-ce qu'ils font pour attirer l'attention des élèves? Est-ce que vous avez un petit quelque chose avec les mains, les tapements des mains? Ah oui, Madame Christelle, moi je peux l'expliquer, ou sinon ça pourrait être Manon, mais moi ce que je faisais, c'est tout simplement, on sait qu'on travaille généralement avec les lumières allumées dans la salle de classe. Alors moi, je me déplaçais vers le commutateur des lumières et j'éteignais carrément les lumières, puis on était dans la noirceur et les jeunes arrêtaient. Ils arrêtaient ce qu'ils faisaient parce Mhm. que je les avais conditionnés à le faire. Alors c'est juste pour vous montrer que il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise méthode pour attirer ou capter l'attention des élèves. Ça dépend ce que vous décidez de faire avec eux. J'aime Alors, bien aussi, Yann, si tu permets, le silence. Ça, c'est vraiment bien comme stratégie aussi. oui, oui. Alors, quand on s'arrête de parler, l'enseignant s'arrête de parler, tout le monde sait que c'est le moment de s'arrêter aussi et de se concentrer avec madame. Ouais. Mets ton doigt sur le nez. Si tu m'entends, wow, très Ouais. bien. Doigt sur la bouche et ils De belles répondent et réponses. j'écoute. Wow, Ouais. c'est vraiment bien. Ouais. Excellent. Euh, alors, pour capter l'attention, on va proposer des activités variées et stimulantes. On va continuer à monitorer le chat parce que vous avez sans Oui, doute oui. d'autres idées à nous partager, mais je vais continuer. Régulièrement, on va vérifier la compréhension des élèves, encourager la participation active. On va adapter son enseignement pour maintenir l'engagement et utiliser toutes sortes de différentes stratégies. Alors, pour favoriser l'engagement maintenant, qui est notre point B, donc ça serait plutôt s'assurer que les tâches sont perçues positivement par vos élèves. Alors, veux pas, vous êtes comme un animateur autant qu'un enseignant. Il faut que vous vendiez votre salade. Donc, quand vous avez un projet que vous voulez proposer aux élèves, il faut se préparer pour le présenter aux élèves de façon alléchante et leur donner
en bout de ligne aussi quelque chose à la fin qui est un point culminant intéressant. Alors, j'explique la différence. Si vous dites aux élèves, on va faire des lectures et on va répondre à des questions sur des recettes de cuisine qu'on va regarder, hey, que c'est amusant. Ou bien, on va dire aux élèves, dans 2 ou 3 semaines, j'ai quelque chose à vous annoncer aujourd'hui, que dans 2 ou 3 semaines, on va faire des biscuits. Et pour faire les biscuits, il va falloir qu'on se prépare, puis on va faire de la mesure, puis on va lire des textes pour trouver la meilleure recette, puis on va faire ci, on va faire ça, mais à la fin, on va faire des biscuits. Bon, eux autres, ils n'ont pas besoin de savoir votre objectif pédagogique super plate de lire des recettes et répondre à des questions. OK? Eux autres, ils ont besoin de savoir qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Alors, ça, c'est un exemple très banal, mais qui vous montre à quel point s'assurer que les tâches sont perçues positivement par vos élèves, c'est important. On va s'amuser. On va dire aux jeunes autant de fois que possible qu'aujourd'hui, on va s'amuser avec telle chose. On va s'amuser avec des nombres. On va s'amuser avec des mots. Alors, c'est amusant à apprendre. Et il faut vendre notre salade, que c'est amusant d'apprendre. On va apprendre des mots. Ça va être tellement amusant. Alors, c'est important de faire ça. Ensuite, il ne faut pas que ce soit trop difficile. La zone proximale de développement de Vygotsky, il faut penser à est-ce que tu es capable de rejoindre la pomme ou bien l'arbre, le pommier, il n'en reste plus, puis ils sont tout à fait en haut, puis il faudrait monter sur une échelle, puis là, le grimper, puis on tombe, puis là, on essaie de remonter, puis c'est trop difficile. Alors, il faut que ce soit proximal, mais pas trop facile, ni trop difficile. Alors, la pomme, il faut qu'elle soit juste comme... Il faut qu'on se force un petit peu pour aller la chercher. La pomme étant les apprentissages que vous proposez à vos élèves, les choses qu'ils doivent réussir à apprendre et à faire comme procédure ou comme apprentissage, comme contenu d'apprentissage. Rappelez fréquemment les RA et les rendre visibles. Encore une fois, ils ne nous lâchent pas avec cette idée-là de rendre l'apprentissage visible, hein, Madame Elfaiza? Oui, c'est très important. Je pense que la réussite et la gestion de la classe passe par ça. Si tous les élèves savent de quoi on parle et si à l'improviste on pose la question à quiconque, eh ben, tout le monde saura répondre que l'on est en train de faire des mesures, par exemple. Et par exemple, le français, le récit ou le texte d'opinion. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc là, nous allons passer au dernier doigt, l'auriculaire. Wow, OK. Alors, on a fait les 5 doigts finalement. L'auriculaire, eh ben, ça parle de la gestion de l'indiscipline. Donc, quand on a des comportements qui sont inappropriés, inacceptables en classe, il y a une façon de gérer ceci. Donc, mais avant ça, il faut prévenir. Moi, de mon expérience, je sais que cet élève risque de faire un petit problème, une colère. Donc, j'anticipe parce que je le connais. Je sais comment il est, j'ai vu son DSO, je le connais parce que c'est la 2e année que je lui enseigne. Donc tout ceci, prévenir les comportements perturbateurs, ça aide beaucoup. Et aussi enseigner les valeurs, la politesse, l'empathie, le respect, ça c'est important. Et je le fais souvent 1 fois par mois dans des cercles de communication. Et c'est très facile à faire. Je vous conseille de le faire. Il s'agit d'un objet qu'on fait circuler. Et les élèves parlent d'une définition, par exemple, l'empathie, qu'est-ce que c'est? Et au bout du compte, tout le monde va s'exprimer, et de deux, va savoir quelle est la définition réelle de ce mot, et ils sauront vraiment l'utiliser lors de leur interaction avec d'autres élèves ou avec des pairs. Aussi, j'allais dire, être proactif aussi et positif avec nos élèves. Il faut essayer
d'éviter les réactions impulsives, je l'ai dit tout à l'heure, développer chez nos élèves des compétences d'autorégulation, la gestion des émotions. C'est affiché dans ma classe, ils savent que le matin on fait un check-in, est-ce que ça va pas? Ben, si ça va pas, eh ben, on va essayer de se réajuster, nous en tant qu'enseignants, et lui, il pourra aussi être, on va être plus à l'écoute avec lui pour pouvoir devancer une situation qui peut être difficile pour la classe, parce qu'un élève qui perturbe, c'est toute la classe qui en pâtit, vraiment. Alors, j'allais dire, Yann va me poser la question, mais que faire avec toutes ces informations? Il y a beaucoup d'informations, c'est vrai, mais elle est utile. À vous de l'utiliser. À vous de voir à quel moment vous devez vous réajuster avec vos élèves. Vous devez connaître, et ça, c'est important, le profil de chaque élève, de prendre le temps de lire les dossiers de ces élèves, les élèves à comportement, les élèves avec des adaptations, les élèves tout court, pour mieux les appuyer, pour mieux les approcher, pour mieux les connaître et appuyer quand il faut réellement. Qu'est-ce que tu en penses, Yann? Qu'est-ce que tu vas faire avec toute cette information? Je Ben, l'ai devancé. Oui, non, non, mais c'est ça comme finalement, puis on va avoir une question pour vous plus tard, puis je veux que vous commenciez peut-être à y penser. C'est que, bien sûr, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais il y a peut-être ouais, des choses que pour vous personnellement, que ça, on dirait que c'est ce que vous retenez le plus, comme étant le plus proche de votre vécu et qui serait le plus aidant. Puis je pense que c'est bon de peut-être choisir une chose par semaine et dire, OK, cette semaine, moi, je vais travailler vraiment là-dessus. Puis on connaît tous assez bien nos lacunes, ou on devrait au moins les connaître. Donc, ça peut être vraiment, vraiment utile. Puis, toi, tu as un autre gros morceau que tu voulais oui, nous présenter, hein? oui, oui, Alors, j'ai bien hâte d'en entendre parler, El Faiza. oui. C'est pour Quelque ça chose que que j'étais El Faiza pressée tout m'a à l'heure. Oui, présenté, elle m'en a oui, parlé, puis j'ai dit, waouh, ça oui, c'est très bien et complémentaire à ce dont on discute avec Nancy Goudreau. Alors, je te oui, cède la parole pour nous oui. parler de l'analyse transactionnelle. Oui, l'analyse transactionnelle. Alors, c'est un outil très important pour nous. C'est une analyse qui a été découverte par Eric Berne et il nous permet de nous ajuster et de nous mieux nous communiquer avec nos élèves déjà et entre enseignants. Alors, il y a des ouvrages de Eric Berne en anglais et en français, comme vous le voyez. Et nous allons découvrir tout doucement pourquoi on a mis l'accent sur ceci. Parce que finalement, lorsqu'on voit les 5 doigts de Nancy Goudreau et on voit l'analyse transactionnelle, il y a beaucoup de points communs. Et nous allons tout de suite aller à la prochaine diapo. Alors, l'analyse transactionnelle a été découverte en 1950 par le professeur Eric Berne, je me répète, qui suggère un ensemble de techniques de communication et qui nous arme et nous outille pour nous ajuster à des comportements face à des situations de communication qui ne sont pas toujours positifs. Alors, Eric Berne met l'accent sur 3 états, les états du moi. Il dit que chacun de nous, les interactions sont influencées par 3 états. Le parent, qui au tout début, parce que c'est pour lui, c'est une position haute parce que c'est l'aspect le plus dominateur de la personnalité. Ensuite vient l'adulte en position centrale et plutôt équilibrée ou équilibreur de la personnalité. Et enfin l'enfant qui est un enfant dans tous ses aspects d'émotion, de spontanéité, de soumission ou de rébellion. Donc, l'analyse transactionnelle, finalement, et les recherches de Nancy Goudreau mettent ou se rejoignent dans leur approche des relations interpersonnelles et dans la gestion des conflits. Alors, Nancy Goudreau dit, elle insiste sur un climat qui est structuré, bienveillant, on vient de voir en long et en large. Donc, lorsqu'elle dit établir des attentes claires, ça rejoint à dire pour l'analyse transactionnelle, un parent qui est structuré, mais qui n'est pas rigide, qui n'est pas excessif.
Encourager avec les élèves les renforcements positifs et tout ça. Donc, c'est par rapport à un parent qui est nourricier, mais qui est plus ou moins équilibré. Gérer les conflits en restant rationnel et calme, c'est plutôt l'état de l'adulte. Et éviter les rapports de force et ne pas tomber dans le triangle dramatique. On va le voir un peu plus loin. Alors, l'autorégulation et l'adulte dans l'analyse transactionnelle. Madame Goudreau met en avant l'apprentissage de l'autorégulation émotionnelle chez l'élève, ce qui correspond à un fonctionnement en mode adulte. Et nous allons le voir à travers vraiment des exemples concrets. Donc, on doit encourager les élèves à réfléchir à leur comportement, à les responsabiliser de ceci et à trouver des solutions qui favorisent de meilleures interactions et plus saines et plus positives. Donc, je vais donner l'exemple ici. Un élève en victime, il dit « je suis nul » et c'est souvent les paroles de nos élèves, pour certains d'ailleurs, heureusement, pas tous. Un élève qui se dit « oh, je suis nul », il peut être encouragé et à être plus responsable. Donc, Madame Goudreau dit il faut insister sur le fait que chacun a sa façon d'apprendre. Un enseignant sauveur, c'est celui qui est là, mais qui ne donne pas des stratégies, il donne directement comment faire, mais il ne montre pas la façon, il ne montre pas la méthodologie. C'est comme pêcher. Tu apprends à quelqu'un de pêcher, c'est un proverbe, un adage, et on dit tu pêches pour lui ou tu lui apprends à pêcher. Bien sûr, c'est clair qu'on apprend à la personne d'être plus autonome et plus débrouillarde. Un enseignant persécuteur, c'est celui qui nuit vraiment à la motivation et à l'engagement. Donc, finalement, le triangle dont j'en ai parlé, on va dire, ça tourne en boucle. C'est un triangle qu'il faut éviter. Donc, Eric Berne dit que ce schéma est répétitif. Il y a le persécuteur qui est là. Ça peut être un enseignant comme ça peut être aussi un élève qui impose, qui punit, qui domine, qui est autoritaire finalement. Et qui dit, par exemple, tu ne fais jamais ce que je te demande, par exemple. Le sauveur, c'est celui qui fait tout, qui aide excessivement, j'allais dire, mais qui prend pas, j'allais dire, qui prend en charge à la place des autres. Donc c'est quelqu'un, un enseignant qui est protecteur ou un élève qui se veut sauver les autres. Ne t'inquiète pas, ça peut être ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, etc. Mais aussi la victime. La victime, c'est celui qui se sent toujours impuissant, qui évite la responsabilité. Ça peut être un élève, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se dévalorise. Et ça peut être aussi un enseignant qui dit « Ah, je ne vais jamais arriver ». Ça peut arriver à tout le monde dans le début de l'enseignement de dire oh, « C'est impossible que je puisse aller plus loin ». Mais c'est correct. On apprend de nos erreurs, on apprend de nos expériences, on apprend de nos élèves. C'est surtout ceci qu'il faut garder en tête. Alors, j'ai un cas que je veux vous présenter, juste pour voir un peu qu'est-ce que l'analyse transactionnelle. On a un élève qui perturbe la classe. Et ça, c'est toujours le cas, malheureusement. Madame Dupont, une enseignante, explique une leçon. Tom, un élève, fait des commentaires bruyants et interrompt le cours. Madame Dupont dit « Tom, arrête immédiatement tes bêtises, tu es insupportable ». Et Tom lui répond en étant sur la défensive, il dit « De toute façon, votre cours est nul ». Qu'est-ce que vous pensez? Quelle solution on aurait pu adopter pour ne pas être dans ce défi ou pour ne pas aggraver ce conflit? Je ne sais pas si on peut voir sur le clavardage. Yann, si quelqu'un Je a suis une là et solution. je regarde ça. Puis je suis Oui, sûr que les gens sont en pleine réflexion. Mais on oui, peut, en regardant le cas, on peut se poser la question, ben, autant Madame Dupont que Tom, hein? Alors, on oui, vous invite à penser à Madame Dupont et à Tom. Puis peut-être qu'avec toutes les choses qu'on a dit aujourd'hui, j'aime beaucoup ces cas-là parce que ça met en pratique ce dont oui. on a parlé.
Et Absolument. on espère que vous allez avoir des idées qui rejoignent finalement les idées que nous, on avait quand on a mis ensemble ces cas-là. Ah, merveilleux. Merci Ah, Claudia K, qui nous dit, mesurer ses mots avant de s'adresser à un élève, on peut avoir des propos blessants. Oui, 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 absolument. oui, Ne pas dire à l'élève qu'il est insupportable. OK. oui, Alors, peut-être qu'on peut demander à Christelle ou à d'autres. oui, Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire si au lieu de dire, parce que je rejoins avec ce que tu disais au sujet oui, de ne pas dire aux élèves, ah, vous êtes nul en maths, par exemple, ou, oui, ou oui. bien que l'élève qui dit Se je suis sentent, nul en maths, qu'on voilà, lui reproche de dire ça, parce que exact. on peut peut-être le dire d'une autre façon qui serait plus constructive. Alors, quelles seraient les solutions maintenant si on peut vous demander de on devrait accepter l'élève et rejeter le comportement. Merci Valérie pour Voilà, ton commentaire. Il faut excellent. bien gérer ses émotions, oui. Ah Parce oui, que on est l'exemple, on est le modèle. je l'ai dit, oui. Oui. Ah ben, ça peut être aussi, Madame Dupont peut dire, j'aimerais que tu participes. Qu'est-ce que tu as de choses? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça? Voilà. Déjà, interpeller l'élève dans ce cas-ci et le recadrer dans ce qu'on est en train de donner comme explication ou euh, comme travail. Alors, j'ai un deuxième cas. Une élève en difficulté qui se décourage. Emma. Elle pense qu'elle est nulle en maths et n'ose pas poser de questions. Depuis petite, Emma a reçu des messages implicites, mais qui sont là. Tu n'es pas faite pour les maths. Et elle adopte une position de victime, évitant donc les efforts, et elle pense qu'elle n'arrivera jamais. Alors, quelle solution vous pourriez adopter par rapport à ça? Et ça, je vous dis, c'est des cas concrets qu'on vit tous les jours. Tous les jours, on a ces cas en classe. Donc, comment vous pourriez essayer de redresser, comment vous pouvez approcher Emma? On peut lui dire, par exemple, tout le monde progresse à son rythme. Tu peux, avec un peu plus de travail, et je suis là pour t'aider. Et je suis sûre que tu vas commencer tout doucement, mais tu vas arriver. Donc, ce genre de discours, ce genre de communication positive à l'égard de l'élève va la pousser et va la propulser là où vraiment elle n'imaginera pas qu'elle pourrait aller. Enfin, le troisième cas, je vais aller plus vite. Madame, Monsieur Attends Lemoine. une petite seconde parce qu'il y a un Oui. commentaire Ah, dans le pardon. chat Oui. et on ne l'a pas adressé, puis on peut l'adresser de façon verbale très bien, je crois, et rapidement. Donc, on a dit dans le cas 2, lui demander ce que l'élève connaît déjà au lieu de viser le négatif. Voilà. Très bien. J'adore ça, parce que ça, Oui. c'est finalement miser sur le positif au lieu du négatif. Puis, Voilà. je dirais même, j'irais plus loin que ça. Moi, j'avais écrit les mots je ne comprends pas au tableau parce que j'entendais sans cesse je ne comprends pas. Puis j'étais jusqu'ici avec je ne comprends pas. Puis j'ai dit, vous comprenez beaucoup de choses, les amis. Et je leur disais, je ne veux plus entendre je ne comprends pas. Je veux que tu me dises ce que tu comprends avant de me dire je ne comprends pas. Absolument. Donc, Puis comme ça, on réalisait, puis après 2 ou 3 je comprends, l'élève avait déjà réalisé qu'est-ce qu'il ne comprenait pas parce qu'il était revenu en arrière pour comprendre, pour s'exprimer sur des choses qui sont dans la théorie finalement de constructivisme, dans la construction de leur savoir, les bases qu'ils avaient besoin pour comprendre en bout de ligne ce qu'ils avaient besoin de comprendre. Alors, absolument. ça, là, je trouve ça superbe et merci beaucoup, Manon, de l'avoir souligné. Oui. Eh bien, je rajouterais que valoriser même les élèves qui sont performants, toujours, parce qu'ils risquent de ne plus être motivés. Donc, toujours accompagner les élèves et leur donner toujours un retour positif. Excellent. Je suis contente qu'il y ait beaucoup de feedback par rapport à ça. Alors, le troisième cas, et c'est le dernier, Monsieur Lemoine, professeur de français, fait tout pour aider ses élèves, mais finit par se sentir dépassé et frustré. Il joue le sauveur, il refait des exercices pour les élèves au lieu de les guider.
Les élèves deviennent des victimes, ils attendent qu'ils fassent le travail à leur place, puis ils deviennent persécuteurs. Vous ne faites aucun effort. Je me donne du mal pour rien. Donc, on voit bien qu'on est vraiment dans une situation où l'enseignant est dépassé parce qu'il n'a pas encouragé l'autonomie, il n'a pas, il s'est pris beaucoup de responsabilités, il s'est épuisé. Au lieu de responsabiliser, c'est les élèves. Donc, c'est important de dire et de reposer la question ou de poser des questions plus ou moins ouvertes. Qu'est-ce que tu peux me proposer comme piste? Tu es capable. Et ainsi de suite, et on commence à mettre ça au tableau. Et je vous promets que nos élèves sont capables d'aller plus loin que ce qu'ils sont porteurs. Parce que lorsqu'on écoute, lorsqu'on les fait parler, lorsqu'on a confiance en eux, ils peuvent nous donner réellement la contrepartie. Est-ce qu'il y a des retours sur le... Oui, ça va? Sur le... Alors, je pense que ça va aller pour ça parce Oui, qu'on a deux petites parties, ben, petites oui, grosses, hein, parties oui, à faire et on a une petite objectivation à la fin. Puis, on va les faire rapidement. Puis, je veux vous dire aussi qu'on va vous donner un lien Canva oui, cliquable qui va être oui, dans le chat et que vous allez pouvoir utiliser pour regarder la présentation à nouveau. oui, Mais on va boucler la boucle de l'analyse transactionnelle pour terminer après en 5 ou 10 minutes, oui, pas plus oui, que oui, ça. on va aller vite. Oui, Ouais. c'est juste pour vous dire le champ d'action. L'analyse transactionnelle est utilisée dans le développement personnel pour mieux comprendre nos défis, pour mieux nous comporter dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, dans la vie privée aussi, dans la communication, pour éviter les malentendus, les petits soucis. Il faut reformuler si on n'a pas bien compris. Dans le management et le leadership, c'est aussi important. Et bien sûr, dans les thérapies, quand il s'agit d'un problème psychologique, quel qu'il soit. Je passe maintenant à la méthodologie adoptée en Ontario pour la littératie et la numératie qui favorise effectivement une bonne gestion de classe. Donc, il y a plusieurs approches préconisées en Ontario. Alors, parmi celles-ci, nous avons la littératie. Alors, nous avons la littératie structurée à travers les centres d'apprentissage, en groupe ou en diade. On va réduire peut-être le temps d'enseignement en faveur des temps de collaboration. C'est très important de voir les élèves s'entraider et de regrouper par groupe. Ça dépend de l'objectif homogène ou hétérogène. Pouvoir aussi passer à des tâches authentiques du vécu, rendre visible l'explication de ce qui est attendu pour les élèves pour une bonne gestion de la classe. La RAI, donc c'est l'intervention, la réaction à l'intervention. Donc, c'est un modèle que tout le monde connaît normalement. C'est pour soutenir les élèves en difficulté. Donc, on voit qu'il y a 80% en enseignement grand groupe, ensuite 15% en enseignement qui est en petit groupe, et enfin l'individuel à 5%. Maintenant, je vais laisser Yann terminer avec, non, plutôt c'est encore moi. Donc, les 120 minutes, c'est aussi un ouvrage que je vous conseille. 120 minutes pour réussir la littératie. Donc, c'est des blocs de lecture, d'écriture, de communication orale. Il y a l'enseignement explicite. Et il y a aussi, surtout l'enseignement explicite, ça a été dit par Yann et j'insiste sur ceci, pour tout, en plus de l'enseignement des concepts, que ce soit français, anglais, mathématiques, mais aussi du comportement. Il faudrait modéliser auprès des élèves pour qu'ils comprennent où est la faille, où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'il peut se corriger cet élève pour que ça puisse ne pas nuire davantage à son apprentissage et pour veiller à une atmosphère plus saine en classe. Je répète encore pour les résultats d'apprentissage toujours, et tout ceci nous renvoie aussi au HHHT. Donc, tout ce qu'on voit ici se reflète dans le comportement de nos élèves. Voilà, je vais passer à la numératie rapidement.
Absolument. Alors, Oui, j'enchaîne en disant au sujet de la numératie que toutes les choses que tu as mentionnées en réalité, les centres d'apprentissage, le fait d'enseigner avec l'enseignement explicite oui, et le travail de groupe et le fait de minimiser le temps, de maximiser le temps que les élèves passent en exact. travail, en session de travail. C'est toutes Oui, des choses qui sont également positives en mathématiques. Et je veux mentionner aussi la conception universelle de l'apprentissage. Vous en avez sans doute entendu parler. Je sais que beaucoup de conseils en parlent beaucoup, mais toutes les choses que vous faites en conception universelle d'apprentissage, c'est-à-dire d'avoir des tâches qui sont étayés, qui vont rejoindre plusieurs élèves dans leur style de démontrer les apprentissages et l'apprentissage pour tous, donc les guides d'évaluation efficaces. Puis je vais vous mentionner que les guides efficaces, ils ont été refondus dans un site web qui s'appelle GEEM, les guides d'enseignement efficaces en mathématiques. Vous pouvez rechercher ce site web-là. Et le lien est dans la présentation. En fait, quand vous allez avoir la présentation, vous allez avoir accès des outils en ligne comme Mathies, le matériel de manipulation en mathématiques tendent à être très positifs pour les élèves également. La robotique, le codage, c'est toutes des façons que vous pouvez aller chercher plusieurs différents styles d'apprentissage. La classe Collabo-Réflexive, vous avez peut-être vu ce bouquin que nous, on a utilisé aussi pour plusieurs projets. Ensuite, les pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques était très importante aussi avec les 8 pratiques différentes que vous pouvez appliquer en salle de classe. Je vois qu'il y a quelque chose dans le chat, oui, Elfaïsa, oui, mais je vais continuer parce qu'on est rendu à la fin. On oui, revient au début avec les résultats d'apprentissage. Puis, c'est pas trop tôt, Elfaïsa, de mettre l'objectivation, oui, le lien je vais le d'objectivation dans faire. le chat. Et Oui, je voulais terminer en disant que ça, c'était nos objectifs d'apprentissage au début. Donc, on voulait vous amener à réfléchir sur vos pratiques en gestion de classe. On l'a fait avec des cas concrets à la fin. On a pris conscience des 5 éléments dans Nancy Gaudreau, les 5 doigts de la main. On a traité de l'analyse transactionnelle pour mieux transactionnel. comprendre nos interactions. Et finalement, on a exploré des pistes pour une meilleure gestion de classe, incluant des suggestions en littératie et numératie. Et Elpaisa va vous mettre le sondage de rétroaction. Moi, je vais Oui, vous mettre le lien à la présentation. Très important, je sais, pour nos participants, Madame Elfaïza. oui, Donc, je vais m'assurer qu'ils ont ça aussi. oui. Je viens de mettre le questionnaire de satisfaction à l'instant, ainsi que les guides. Oui, OK, superbe. oui. Puis je Eh vois que bien, Louis est revenu. oui, Eh oui, effectivement, oui, je suis là. au bon moment, puisqu'on vient Alors, de eh finir, là. oui. Oui, Et là, je vois qu'il y a une dernière diapo qui dit parmi les contenus présentés aujourd'hui, bon, qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre salle de classe? Moi, je voudrais remercier El Faiza et puis merci. Ian pour cette excellente présentation aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vais dire le mot de la fin, puis après ça, chers collègues, je vous laisse le mot de la fin. Fait que j'arrête Absolument. ça.